Amis de la Sèche, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité concernant la plus jeune Miss Olympia Bikini de l'histoire. Il s'agit de Beatriz Biscaya. En effet, elle est âgée de 20 ans et elle nous annonce récemment sur les réseaux sociaux qu'elle arrête la compétition pour des raisons de santé, notamment des problèmes de troubles du comportement alimentaire et également des problèmes de règles. En effet, ça fait plusieurs années qu'elle n'a plus ses règles, en gros depuis qu'elle a commencé la musculation. Et donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet qui est principalement féminin, on va dire, le problème du post-compétition, des troubles du comportement alimentaire et de l'absence de règles et de façon générale en fait la santé liée aux compétitions de bodybuilding génériques. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du bodybuilding, eh bien, on a vu récemment que la Miss Olympia en titre de 2020, Beatriz Biscaya, qui est seulement âgée de 20 ans, a annoncé sur Instagram qu'elle allait arrêter la compétition, la musculation en tout cas de façon compétitive pour des raisons de santé. En effet, ce qu'elle nous dit, c'est que la musculation et la compétition, les préparations, la sèche, etc. lui ont beaucoup appris sur elle-même, sur son corps, sur la façon dont elle réagit, ont forgé son mental et beaucoup de choses bénéfiques, mais la grosse contrepartie qu'il y a eu, c'est notamment des problèmes de santé qu'elle qualifie de mineurs. Il n'y a rien de très très grave, en tout cas pour l'instant. Elle dit que tout est relativement sous contrôle, mais que malgré tout, après les compétitions, elle avait des problèmes de troubles du comportement alimentaire et notamment ce qu'on appelle la boulimie, des crises boulimiques, où elle ingurgite, elle mange des grandes quantités de nourriture en une quantité limitée de temps, mais aussi d'autres problèmes de santé, et notamment elle nous parle de son absence de règles. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément très simple à détailler en plusieurs parties, puisque toutes les parties vont être relativement intriquées. Et c'est notamment un peu le quotidien des athlètes de haut niveau, mais peut-être un peu plus particulièrement des compétitrices en fitness ou même des filles en fait qui feraient simplement de la musculation et des préparations entre guillemets, on peut dire des sèches pour leur plaisir personnel ou pour leur apparence physique sans forcément aller jusqu'à la compétition, même si effectivement la compétition c'est une sèche, une préparation et un entraînement sportif poussé à l'extrême. Il y a des personnes qui font pas de compétition et qui se défoncent à la salle de sport et sur leur alimentation, donc finalement les deux peuvent être liés. Mais ces trois problèmes, principalement les problèmes en fait premièrement de troubles du comportement alimentaire, puisque la musculation, le fitness et les compétitions, c'est beaucoup de contrôle alimentaire, beaucoup de régime en fait, de restrictions caloriques, et ça va donc avoir un impact sur les hormones en fait, et principalement chez les femmes, ou alors chez les hommes aussi, mais c'est surtout chez les femmes où le contrôle hormonal est beaucoup plus, on va dire, finement régulé que chez les hommes, avec la régularité, les cycles et l'intrication en fait de différentes hormones. Bon, je ne vais pas les détailler dans l'introduction, mais vous aurez compris. Et la deuxième chose, c'est du coup, en réponse à ces hormones, c'est l'aménorrhée, c'est l'absence de règles, et en général, on dit qu'une femme jeune doit avoir ses règles, puisque c'est la preuve qu'elle est en bonne santé. Or, beaucoup de sportives et beaucoup de compétitrices pratiquant la musculation n'ont plus leurs règles, et ça, c'est un véritable problème. Non pas un problème pour la reproduction, mais d'un point de vue de santé, en général, quand on n'a pas ses règles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément au niveau de l'organisme, et ça peut être un signal d'alerte pour dire attention, les choses sont peut-être poussées un petit peu trop à l'extrême. Donc on va essayer de détailler point par point en fait les différents problèmes en réponse donc à cette actualité. On va partir de son cas à elle, à Beatriz Biscaya, puisque pourtant quand on la voit de l'extérieur, on se dit, on parle même pas des catégories au-dessus, les figures, fitness ou bodybuilding, où là forcément le niveau on va dire a été poussé de façon encore plus extrême. Là on est simplement dans une catégorie bikini. Quand on voit son physique, on peut se dire qu'elle est musclée, qu'elle fait de la musculation, qu'elle est sèche, mais finalement il n'y a rien d'extrême. Il n'y a pas de street, c'est pas du tout pour critiquer bien sûr, mais d'un point de vue objectif, on pourrait se dire c'est une jeune fille mignonne, en bonne santé, qui est mince, qui est musculaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas qui est athlétique, qui est tonifiée, si on peut utiliser ce mot, même si je l'aime pas trop. En tout cas, il n'y a rien, on va dire, d'extrême. Elle reste féminine, elle a des proportions, on peut se dire, qui sont atteignables naturellement, même si bien sûr, on est sur du niveau Olympia, donc peut-être qu'il n'y a pas que de la préparation naturelle, mais ça on va dire qu'on ne sait pas. En tout cas voilà, rien d'extrême. C'est sûr, quand on voit une compétitrice à Olympia dans les catégories bodybuilding,
il n'y a aucun doute quand on le voit que, on va dire, la nature n'a pas forcément été respectée. Mais là, on pourrait se dire finalement que le fait d'être sportif, le fait de pousser à l'extrême son sport, c'est quelque chose qui nous met en bonne santé, que ce soit dans la musculation ou dans d'autres sports. Mais pourtant, eh bien, chez les femmes, c'est rarement le cas. Et les sportifs de haut niveau ont souvent des petits, voire même des gros dérèglements hormonaux. Et alors, en musculation, c'est particulier pour les troubles du comportement alimentaire, mais véritablement, quand on surveille eh bien, son alimentation, ça peut conduire ensuite à des dérèglements au niveau de la psychologie et des habitudes et du comportement donc alimentaire. Par conséquent, voilà, trouble du comportement alimentaire, ça veut dire qu'il y a bien un comportement alimentaire entre guillemets normal. Si on veut rentrer un petit peu dans les détails, maintenant, quand on est en sèche, il y a plusieurs événements simultanés qui vont se passer. Premièrement, il y a une restriction calorique volontaire pour diminuer la quantité de calories totales qu'on absorbe et donc pour pouvoir perdre du poids et perdre de la graisse. Donc en général, on réduit les calories, on réduit les différentes macros en conservant les protéines et donc en diminuant les lipides et les glucides. Le souci de cette diminution calorique, c'est que eh bien, ça va avoir comme type de perturbation, en fait, des perturbations qui sont notamment hormonales. En effet, quand on commence à diminuer les calories, eh bien, il y a le corps, en fait, si on résume ça de façon très simple, qui se met un petit peu en mode de réserve. Il dit attention, on a moins de calories que ce qu'on a besoin pour être à l'équilibre et donc on va essayer de diminuer un petit peu le métabolisme. Et donc par diverses régulations physiologiques, eh bien le métabolisme va diminuer et donc c'est pour ça que progressivement il va falloir baisser de plus en plus les calories pour pouvoir continuer à perdre de la graisse. Et notamment chez les femmes qui ont besoin d'avoir, on le rappelle, une quantité de graisse, de tissu adipeux plus importante que chez les hommes parce que pour des raisons notamment physiologiques et notamment liées à la reproduction. C'est que si on veut mener à bien une grossesse pour une femme, eh bien, il faut avoir des réserves de graisse, puisque la graisse, c'est de l'énergie qu'on peut stocker pour pouvoir ensuite la réutiliser, et notamment la donner au fœtus. Parce que si on démarre une grossesse en étant toute maigre, c'est possible, mais ça veut dire qu'il y a un peu moins de marge de manœuvre, notamment alors à l'époque industrielle, aujourd'hui on manquera rarement de nourriture, mais dans la nature, si on part en étant vraiment limite, eh bien il suffit de pas grand chose pour qu'on ne puisse plus avoir assez de nourriture, et si vous avez plus assez de nourriture, le fœtus ne se développe pas bien. Donc au niveau des hormones, il y a des régulations qui vont se faire, et notamment liées à la différence, à la modification des macronutriments, notamment les lipides, puisqu'en effet, dans la synthèse hormonale et la synthèse des hormones sexuelles, les œstrogènes, la progestérone et dans une moindre mesure la testostérone chez une femme, il y a un taux de testostérone chez la femme, même s'il est beaucoup plus bas que chez les hommes, eh bien on a besoin de lipides et notamment de cholestérol, puisque dans la synthèse de ces hormones sexuelles, eh bien le cholestérol est utilisé pour arriver à la forme finale des stéroïdes, puisque stéroïdes ça vient de stérol, cholestérol, ça veut dire que ce sont des hormones qui partent d'un noyau stérol, donc synthétisé à partir du cholestérol. Donc le souci c'est que déjà si on manque de lipides, si on manque de cholestérol, eh bien on n'a plus assez de substrat, on n'a plus assez de matériaux pour fabriquer ces hormones sexuelles. Donc les hormones sexuelles vont de fait commencer à diminuer. La deuxième chose c'est que souvent on a une augmentation parallèle à la baisse des calories de l'activité physique, puisque on ne pourra pas forcément descendre de façon indéfinie, indéterminée en calories, et donc à un moment il faudra augmenter les dépenses caloriques, et donc pour ça on augmente tout ce qui va être éventuellement durée des séances de sport, mais aussi l'activité physique avec soit le cardio. Les femmes rajoutent souvent des séances les femmes mais les hommes aussi, c'est juste que cette vidéo elle est spécifique aux femmes, et les femmes donc rajoutent souvent des séances de cardio, que ce soit le matin, le soir, en tout cas c'est fréquent de rajouter une demi-heure voire 1 heure de cardio par jour en plus des séances d'entraînement. Et l'autre chose, c'est par l'augmentation de l'activité physique tout au long de la journée sans activité physique sportive, c'est le fameux NEAT qui permet de brûler des calories en faisant de l'activité physique comme marcher, monter des escaliers, le fait en fait de bouger. Et donc toute cette augmentation de l'activité physique, cette restriction calorique va avoir comme effet de modifier à la fois les hormones mais aussi modifier la physiologie et donc modifier le comportement. D'autre part, cette restriction calorique contribue aussi à modifier la perception de la faim et la perception en fait de la quantité alimentaire normale, puisque la faim est également régulée par des hormones. On peut notamment citer la plus connue qui est la leptine, qui en gros fait qu'on arrive à satiété quand l'estomac est rempli. Le souci c'est que quand on commence à restreindre les calories, on a souvent le ventre un petit peu plus vide,
et ces modifications hormonales, ces modifications comportementales vont contribuer à modifier les signaux de la faim, ce qui fait qu'en fait les compétiteurs ont régulièrement faim. Et il y a beaucoup de témoignages de compétitrices qui disent qu'elles ont faim en permanence, et notamment il y a une vidéo qui est assez intéressante sur le sujet, et je vous encourage à aller la voir si vous parlez anglais. C'est la vidéo de Stephanie Buttermore qui nous parle de son concept, le all-in. En gros, elle s'est remise à manger de façon importante puisque elle avait une faim constante et elle ne se sentait jamais rassasiée en fait suite à ces nombreuses années de restrictions caloriques. Et donc cette faim, elle est bel et bien réelle, et on parle pas de la faim en fait quand on n'a pas mangé, on parle bien en fait du fait de ne jamais se sentir pleinement rassasié et de sortir du repas avec, bon certes on a mangé, mais en fait on est un peu obsédé par la nourriture. Et donc ça c'est un véritable problème puisque plus on commence à penser à la nourriture, plus ça donne faim, et c'est un cercle vicieux qui fait qu'en fait en permanence on commence à penser à la nourriture. Et donc ça va nous amener à la deuxième partie, la deuxième problématique qui sont les troubles du comportement alimentaire. Donc les troubles du comportement alimentaire, c'est une pathologie à part entière et c'est pas un phénomène de mode ou autre, c'est véritablement quelque chose. C'est une maladie psychologique qui fait en fait que la prise alimentaire est dérégulée. Alors il y a plusieurs types de troubles du comportement alimentaire. Les plus connus, c'est l'anorexie mentale. Ce sont notamment des femmes mais aussi des hommes, mais le plus souvent les troubles du comportement alimentaire sont sont retrouvés en fait chez les femmes. C'est l'anorexie mentale. C'est quand en fait il y a une restriction calorique et énergétique volontaire pour pouvoir perdre du poids, et c'est sous-tendu par une dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne perception de son image corporelle. On peut être très mince, très maigre, et se trouver toujours trop grosse. Tu demandes à une anorexique si elle est mince, elle va te dire bah non, regarde, j'ai encore du gras au niveau de cet os. Donc malheureusement, c'est quelque chose de bien réel qui pousse en fait à vouloir perdre toujours plus de poids, et avec des stratégies de contrôle pondéral et de dépenses caloriques, mais de restrictions en fait caloriques également, de plus en plus aberrantes et de plus en plus extrêmes. Parfois, il y a des anorexiques qui peuvent consommer quelque chose comme 600-700 calories par jour pendant de longues années. Et vous imaginez forcément que l'organisme il est complètement à plat en termes d'énergie, mais ça peut permettre de survivre un certain temps, et puis on aboutit en fait à des poids qui sont extrêmes dans la maigreur. Donc l'anorexie mentale c'est le plus connu, mais il y a aussi son corollaire, c'est la boulimie. En fait la boulimie c'est une envie irrépressible d'absorber, d'ingérer des grandes quantités de nourriture sur un laps de temps très court, et c'est une envie qui est véritablement irrépressible, c'est-à-dire que si moi je vois le chocolat ou le Nutella et que j'ai envie d'en manger, c'est pas de la boulimie. La boulimie, c'est véritablement une envie qu'on ne peut pas contrôler et qui fait en fait absorber des grandes quantités de nourriture de façon très importante. Les personnes qui mangent un dessert et puis c'est bon et du coup ils en commandent un deuxième, c'est pas de la boulimie. Donc en fait souvent on entend des personnes dire qu'elles sont boulimiques ou qu'elles ont fait des crises de boulimie, mais c'est pas la pathologie de la boulimie. La boulimie, c'est véritablement quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus difficile à traiter, et surtout c'est quelque chose d'anormal. Si vous faites une crise entre guillemets de boulimie en mangeant le pot de Nutella parce que vous n'arrivez plus à vous arrêter, ça c'est un comportement normal quand on mange de la nourriture qui est bonne. C'est assez normal de ne pas arriver à se contrôler quand quelque chose est bon, et notamment le sucre, le bon goût, etc. Donc ça c'est pas de la boulimie. La boulimie c'est vraiment quand on va commencer à manger en fait énormément dans un laps de temps très court, et des aliments qui sont même pas forcément bons. Il y a des vidéos qui circulent d'anorexie qui ouvrent des boîtes de cassoulet froid pour les manger. Alors ça, je suis désolé, mais si vous n'êtes pas boulimique, c'est quelque chose que normalement vous ne faites pas. Et ça peut survenir, en fait, ça peut se créer en rapport, en lien avec toutes ces modifications alimentaires conscientes qui au début sont conscientes et contrôlées. Au début, quand on commence une prépa, on se dit toujours, ou une sèche, on se dit toujours non mais en fait c'est volontaire, je vais sécher pendant 3 mois, 4 mois, et puis ensuite tout va redevenir comme avant. Sauf que le souci c'est que à force de faire ce genre de modification volontaire et de modifier son apparence corporelle, et puis en fait on peut arriver véritablement à déréguler ses signaux, son contrôle de la faim, et puis de dérégler ses hormones à plus long terme. Et donc il y a vraiment des gens qui sont rentrés dans la maladie comme ça, avec, alors pas forcément des maladies extrêmement sévères, mais en tout cas des tendances boulimiques, des tendances anorexiques à vouloir se restreindre. Et donc forcément, ça va impacter la santé quand on commence à avoir une obsession autour de la bouffe. Et ça c'est bien décrit, il y a beaucoup de filles, et c'est bien d'en parler parce que ça permet à d'autres de prendre conscience, de trouver des astuces, des commentaires, etc. ou des techniques entre guillemets pour s'en sortir.
et se rendre compte que c'est véritablement quelque chose de, on va dire, d'anormal. C'est pas un comportement normal et qu'il faut vraiment être conscient de ça et se dire que le fait de sécher pour une femme, c'est pas forcément quelque chose de sain et qu'il faut surtout se préparer à qu'est-ce qui va advenir ensuite. Et donc se préparer pour éviter les rebonds et pour éviter en fait de rester entre guillemets en sèche toute votre vie, parce que si vous commencez une prépa mais que en fait vous voulez plus jamais quitter votre physique sec, eh bien c'est le début des problèmes, parce qu'une femme n'est pas faite pour rester très sèche. Alors il y en a qui sont sèches de nature bien sûr, mais si vous êtes parti avec un physique normal, et c'est la majorité des femmes, eh bien le fait de sécher c'est on va dire contre nature, c'est quelque chose de forcé, donc ça peut être problématique si vous gardez ce taux de gras trop longtemps et trop bas, à des taux en fait qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas témoins d'une bonne santé. Et il y a beaucoup de personnes qui témoignent de ça. Et puis l'autre chose, c'est que c'est difficile, puisque la musculation, le bodybuilding, c'est un sport où le but, en fait, c'est l'image corporelle. Ça veut dire qu'on est bien le jour où on arrive à la fin de sa préparation, mais paradoxalement, c'est le jour finalement où on est le moins bon, où on est dans la moins bonne forme et on est en moins bonne santé. On est très sec, on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on a faim, et donc c'est assez paradoxal. Là où la personne qui fait les Jeux Olympiques, le jour où il est prêt pour faire son 100 mètres, où il est prêt pour faire son match, eh bien c'est le jour où il est le plus en forme justement pour tout donner en termes de performance. Donc c'est vraiment un peu le paradoxe de la musculation. Donc le piège en fait, c'est de vouloir maintenir ce niveau-là en permanence et de maintenir ce niveau de sèche. Et il y a beaucoup d'athlètes qui le disent, qui disent une fois arrivé au bout, on n'a pas envie que ça se termine, on n'a pas envie de perdre nos abdos, on n'a pas envie de perdre cette apparence physique en fait très sèche, puisque c'est ça qu'on a recherché, c'est ça qu'on a voulu atteindre, et donc eh bien beaucoup de personnes vont rester en sèche pendant des périodes un peu plus prolongées, au lieu en fait de retrouver, on va dire, leur métabolisme et de remonter en calories pour re-réguler leurs hormones, re-réguler leur faim et en fait retrouver un corps un peu plus en bonne santé. Donc c'est un peu le piège de la musculation et d'autant plus de la compétition pour les femmes, puisque les hommes ont un seuil de tolérance, on va dire, quand même un petit peu plus élevé. Et l'autre piège, eh bien, c'est bien sûr les réseaux sociaux. C'est que pour toutes ces personnes qui font de la compétition, eh bien, on aime bien, enfin moi je m'inclus pas trop parce que je poste très peu de photos sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que quand on est sec, on a quand même plus envie de montrer qu'on est sec, qu'on est bien, qu'on a des muscles, etc. Et quand on recommence à devenir un petit peu plus gras, c'est tout de suite plus compliqué, on sait que les photos feront moins de likes, et on a moins envie de se prendre en photo quand on se trouve visuellement un peu moins bien. On préfère bien sûr se prendre en photo quand on est ce qu'on estime être le mieux. Donc tout ça fait que on a un peu tendance à vouloir repousser le moment, il va falloir regrossir. Or, eh bien pour une femme, c'est assez délétère, comme on l'a vu, de rester longtemps dans cette période de restriction calorique. Donc véritablement, il y a des troubles du comportement alimentaire qui peuvent survenir une fois que l'on a fait des préparations chez des personnes qui n'en avaient pas forcément. Mais ça peut arriver à modifier eh bien, la perception alimentaire et les comportements, et si on ne fait pas attention et qu'on commence à rentrer dans l'engrenage des compétitions, eh bien ça peut survenir, donc il faut faire attention. Et la dernière partie de la vidéo, parce que je pense que je commence à parler un peu trop, c'est concernant les règles, puisque c'est la troisième partie, c'est l'aménorrhée, donc l'absence de règles. En effet, beaucoup de sportives, et je sais pas, faudrait faire un sondage, mais la quasi-totalité des filles qui font du fitness à un niveau assez soutenu, eh bien, elles n'ont plus de règles. Donc l'aménorrhée, c'est véritablement un témoin d'avoir on va dire une carence, en tout cas d'avoir l'organisme qui ne fonctionne pas de façon optimale. Et donc elle nous décrit qu'elle n'a plus ses règles depuis plus de 5 ans, en gros depuis le jour où elle a commencé la musculation à l'âge de 15 ans alors qu'elle les avait. Et ça c'est un phénomène qui est très bien décrit chez les sportifs. En fait, hors pathologie, et ça mériterait d'avoir une vidéo à part entière, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez que je m'attelle à faire une telle vidéo, parce que je pense que ce serait pas mal de boulot, mais qu'il y aurait une vraie demande de la part de la communauté féminine, puisque c'est quand même un sujet qui, je trouve, revient assez souvent, l'absence de règles, et puis qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc, mis à part, on va dire, les maladies, les aménorrhées primaires et donc les problèmes de santé autres, on se retrouve assez souvent dans le cas de figure de ce qu'on appelle une aménorrhée secondaire fonctionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de maladie à proprement parler, mais il y a simplement une carence, en fait, de sécrétion hormonale au niveau central, c'est-à-dire de l'hypothalamus. En gros, l'hypothalamus, c'est une glande qui contrôle un peu toutes les sécrétions hormonales du corps, dont c'est les sécrétions, en fait, ce qu'on appelle de l'axe gonadotrope, donc les gonades c'est les hormones sexuelles. Donc quand il y a un déficit de certaines hormones ou quand il y a en gros certains signaux, eh bien l'hypothalamus va arrêter de fonctionner et va arrêter d'envoyer ce qu'on appelle de la GnRH, c'est la gonadotrophine releasing hormone,
qui envoie le message aux ovaires notamment de synthétiser des œstrogènes. Donc le souci c'est que si on n'a plus cette sécrétion de GnRH au niveau de l'hypothalamus, eh bien on aura des carences en œstrogène, en progestérone et en différentes hormones qui feront qu'au final il n'y aura plus d'ovulation et donc il n'y aura plus de règles, puisque les règles en gros c'est quand il n'y a pas eu de nidation et que l'utérus desquame. Donc cette aménorrhée fonctionnelle secondaire, ou ce qu'on appelle aussi l'aménorrhée hypothalamique, eh bien c'est très bien décrit et c'est lié à deux facteurs principaux. Premièrement, c'est la restriction calorique. En gros, quand il n'y a plus assez de calories, eh bien il y a des mécanismes qui se mettent en place pour dire attention, on ne peut plus avoir d'enfants puisqu'on n'a plus assez de calories, donc on ne va plus permettre l'ovulation, on ne va plus permettre bien les règles. La deuxième chose, c'est l'activité physique intense. Souvent, elle est liée à la restriction calorique, notamment dans le bodybuilding, mais ça peut arriver en fait sans forcément qu'il y ait de restriction calorique. Il y a certaines sportives de haut niveau qui n'ont pas forcément de restrictions caloriques dans des sports en fait où elles se dépensent énormément et où surtout l'image corporelle n'a pas autant de place et le contrôle du poids pour être sec n'a pas autant de place qu'en bodybuilding. Donc on peut avoir simplement par une activité physique intense, et intense on ne parle pas de 3 heures de Zumba par semaine, hein, on parle vraiment d'entraînement important. Par exemple on va dire qu'à partir de 5 entraînements par semaine, il n'y a pas de règle, hein, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être aussi un stress professionnel important qui se surajoute, mais l'idée en fait c'est de drainer un petit peu les ressources de son corps et de faire beaucoup d'activités physiques, ce qui va en fait impacter négativement cet hypothalamus, qui va du coup se restreindre là aussi en sécrétion d'hormones, et donc qui va dire aux ovaires, eh bien attention, calmez-vous, et ne produisez plus d'ovules et donc plus de règles. Cette aménorrhée, eh bien, c'est un véritable problème. Alors c'est pas un problème en soi, puisqu'il y a des filles qui sont contentes de ne plus avoir de règles, mais c'est quand même le témoin que quelque chose n'est pas optimal dans le fonctionnement du corps. Et donc, son idée à elle, c'est de se dire, je vais arrêter la musculation, en tout cas de façon aussi compétitive. Ça veut pas dire qu'elle arrête le sport, mais elle va arrêter de faire toutes ses préparations, puisque véritablement, elle sent que c'est quelque chose de délétère sur le long terme, et elle aimerait bien retrouver ce qu'elle appelle être sa santé. Donc ce sera un peu le message de conclusion, c'est que finalement, il faut se méfier pour les femmes, attention aux sèches trop extrêmes, attention à la compétition. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de compétition, mais ça veut dire qu'il faut quand même se préparer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pas trop parlé ou je me serai pas trop éparpillé dans les détails. Et mesdames, j'espère aussi que ça vous aura aidé, puisque comme je vous avais dit, je vais essayer de faire plus de vidéos pour les femmes, en tout cas sur des sujets, on va dire, typiquement féminins. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à partager vos expériences, parce que je pense que beaucoup de personnes et beaucoup de femmes auront des choses à dire sur ce sujet-là. Bref, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.